Bonjour. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? 2 pintes, s'il vous plaît. La loi renseignement soulève l'inquiétude des Français. Alors je ne juge pas si cette loi est justifiée ou non, je me limite à un simple point de vue technique. Je suis assez amusé par la crainte que soulève l'algorithme mis en place par la loi, et qui serait, encore certains, extrêmement intrusif et permettrait de savoir tout sur nos vies. Outre le fait que ces logiciels sont déjà utilisés, mais pas encadrés par la loi, un algorithme, c'est qu'un logiciel qui effectue une tâche répétitive. Ici, repérer des mots-clés et des motifs de connexion sur les réseaux qui pourraient laisser envisager un acte criminel ou une attaque terroriste. Bah tu vois là, avec ta dernière phrase, on est définitivement sur l'écoute. Parce que tu penses qu'ils ont mis des micros dans les bars? Bah, dans les demi, les pintes, hein, c'est sûr. Ça, ils sont dangereux. N'est-ce pas? Mais on peut être sûr que ce logiciel, cet algorithme, sera peu ou pas du tout efficace. L'histoire nous l'a prouvé et la science-fiction ne cesse de nous le rappeler. La loi de renseignement française, c'est Minority Report. C'est ce film avec Tom Cruise qui décrit un futur où les forces de police utilisent les précogs, des humains capables de précognition, c'est-à-dire capables d'anticiper le futur. L'idée, c'est d'arrêter et de condamner les criminels avant qu'ils ne le deviennent. Or, tout le film repose sur un rappel fondamental de la justice, qui est qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sur la base de faits répréhensibles qu'il n'a pas commis encore. D'autant plus que dans ce film, les cours de justice ont disparu puisque, fort des précogs, la police fait tout, elle enquête, elle arrête et elle condamne. Ouais, on va tous finir pacifiés, mais avec cette loi, j'ai quand même l'impression d'être dans la nouvelle de Yevgeny Zamentine, et qui date quand même de 1921. Hein. Ouais, tu sors les archives là. Ouais, et ça raconte un futur dystopique où chaque habitant vit dans des immeubles uniquement construits en verre pour permettre à la police et aux voisins de surveiller toute action déviante qui minimiserait la productivité de la société. Et la réaction à cette loi est quand même hypocrite, hein, je t'explique. Tout le monde s'insurge quand le gouvernement veut avoir des moyens légaux de lire les mails, suivre les déplacements, etc. Alors chacun de nous donne déjà toutes ces données aux GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon. En gros, on construit nous-mêmes nos immeubles en verre et en plus on paye un max pour habiter dedans. T'as raison, hein, les Apple Watch, les voitures Google, les autres terminaux connectés, ce sont des véritables fils à la patte. J'ai beau chercher, je ne connais pas d'œuvre de science-fiction qui est assez tordue pour imaginer un monde où les humains paieraient cher et de bon cœur les mouchards espions qu'on leur colle dans le fion. À la limite, le seul film qui colle, c'est Batman Forever, et j'ai un peu honte de le dire, mais c'est dans ce film-là, le Sphinx, qui est joué par Jim Carrey, commercialise un outil pour vivre la télévision en vrai, une sorte de télé augmentée, quoi, et ça lui permet de voler les pensées des téléspectateurs, et surtout de voler leur savoir. Ouais, Batman Forever, va falloir quand même qu'on voit nos références. Hein. Mais c'est pas terrible, je suis pas très fier. Le vrai problème ici, c'est pas si oui ou non on peut accéder à ces données, car tout le monde le fait déjà, mais comment elles seront utilisées maintenant ou plus tard de manière rétroactive. C'est là le danger. Si demain un gouvernement décide que parler de science-fiction est déviant et subversif, on pourra plus picoler tranquille en disant des conneries. Qu'est-ce qu'on va faire de nos journées? Bah oui, on va finir en tôle. Mais les exemples de mauvaise utilisation des données sont pléthores dans la réalité comme dans la science-fiction. Pour la réalité, tu prends les lois antiterroristes anglaises. Elles servent à espionner et même à condamner, pas des terroristes, hein, pas des grands criminels, mais ceux qui ne sortent pas les poubelles le bonjour. C'est hyper dangereux, n'est-ce pas? Mais et pour la science-fiction, pour revenir à tes tordus qui payent cher et de bon cœur des mouchards espions, les habitants du roman d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, sont très heureux de vivre dans ce monde ultra surveillé, quitte à avoir des sondes dans le cul. Ah, ceci dit, pas besoin de sondes, hein. Il y a déjà le politiquement correct qui permet de contrôler ce que disent les gens, et je trouve que le processus d'autocontrôle, c'est le plus flippant des modes de surveillance. Cependant, n'exagérons pas. Je pense que ta peur est un peu injustifiée, parce que tu as trop tendance à voir le monde comme dans 1984. Or, on en est loin, en la réalité. On n'a pas tous un téléécran chez nous qui nous surveille et qui nous reprend à chaque mauvais pas ou à chaque mauvaise pensée. Ouais, t'as raison, nous on a juste Twitter et Facebook avec des armées de trolls qui te sautent dessus dès que tu penses pas comme eux. Je te prends pour exemple un youtubeur français, Norman, pour pas le citer. Il disait dans une interview chez Ardisson, je le cite, « Le seul petit problème d'Internet est qu'on ne peut pas parler d'un sujet trop sensible parce que ça divise les gens et du coup ils vont mettre des pouces rouges parce qu'ils sont pas d'accord. » Je t'avoue que si on avait une chaîne YouTube, nous aussi on ferait hyper gaffe à pas dire des choses trop subversives. Hein. Si on avait un compte YouTube, on n'aurait pas peur de parler de guerre, de religion, de sexe, ou même de politique. Hein. Enfin, de toute façon, je pense que ça intéresserait personne. Ça c'est clair. Mais bon, l'objectif de la loi renseignement, c'est une surveillance précise et continue de nos activités, numériques en particulier. Or, c'est impossible. Chaque minute sur YouTube, il y a plusieurs centaines d'heures de vidéos qui sont diffusées. En 2012, le monde a produit plus de données que depuis le début de l'humanité. Et tous les mois, les services de renseignement américains collectent l'équivalent de 50 fois le contenu entier de toute la bibliothèque du Congrès.
Ouais, enfin l'intégrale du Club des 5 et de Martine, ça te fait pas non plus une super bibliothèque. Bravo, beau respect des Américains. Alors, mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux espionner tes concitoyens, tu dois lancer des vastes filets dérivants sur les réseaux et croiser les doigts pour attraper quelque chose. Si tes mailles sont trop larges, tu ressors rien. Si tes mailles sont trop étroites, t'as beaucoup trop de données à étudier. Marcus Wolf, l'un des anciens directeurs de la Stasi en RDA, disait « Le renseignement n'est qu'une ennuyeuse et banale tâche qui consiste à passer au crible de vastes quantités d'informations. » Bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des algorithmes. Et d'ailleurs, ça semble plutôt bien fonctionner dans la série Person of Interest, qui traite d'ailleurs bien ce sujet. Dans cette série, un homme crée une intelligence artificielle, donc un algorithme un peu version upgrade, qui, avec l'aide de caméras, de téléphones et autres réseaux sociaux, prévoit les actions de chaque personne dans le but de prévenir des actes terroristes. Son créateur décide, d'un point de vue altruiste, d'aider les anonymes qui subissent des agressions et sont délaissés pour compte car trop insignifiants par rapport au but premier. Une des questions dans cette série, c'est que c'est une intelligence artificielle qui décide qui est en danger, mais c'est à des humains de décider ce qu'ils font. Et dans ce cas, des humains avec des codes moraux assez élevés pour décider quoi faire, et bien que leurs actions soient la plupart du temps complètement liberticides, elles ne choquent pas trop car elles servent l'intérêt commun. Du coup, on serait limite pour ce genre de surveillance. Mais c'est sans compter d'autres personnages qui gravitent dans cet univers et qui cherchent à s'emparer de la machine, mais dans d'autres buts, et là je vais pas te spoiler. Tu soulèves le point délicat de la surveillance. C'est a-t-on les codes moraux suffisants pour tenir une ligne éthique face à une information sensible, qu'elle soit croustillante, monnayable ou dangereuse? C'était très bien écrit dans la bande dessinée Watchmen. C'est une bande dessinée où des super-héros dans une Amérique uchronique enquêtent et rendent justice au-delà des lois, en dehors des lois, ils s'en foutent des règles. Du coup, la population inquiète tag sur les murs « Who watch the Watchers ?» Qui surveille ceux qui nous surveillent. Et justement, je te trouve bien gentil avec Person of Interest. Tu dis que leurs actions sont liberticides. Certes, mais globalement, cette série les met quand même dans des scénarios hyper faciles où la frontière entre le bien et le mal est simple à identifier. C'est facile de comprendre que ces personnages agissent pour le bien du plus grand nombre. Je préfère des exemples plus réalistes, plus délicats, où ceux qui détiennent la connaissance font réellement face à des dilemmes moraux tendus. Bon, je te préviens, si tu me ressens encore une référence avec Babylon 5, je me barre. Pas du tout, je vais te parler de Marvel. Je trouve que Marvel s'est fait très pertinent sur le sujet à travers l'organisation de renseignement mondial appelée le SHIELD. Dans ce monde de super-héros, il s'agit d'une organisation de surveillance et de protection qui agit au-delà des lois et au-delà des États. Elle est dirigée par un humain sans pouvoir ou presque, le colonel Fury, rendu populaire par Samuel L. Jackson au cinéma. Ouais, tu veux dire Nick Fury. Je veux dire Nick Fury. Régulièrement, ce personnage mène des actions difficiles à justifier sur le plan moral pour régler une situation grave. Il est brutal, il est sans compromis et au final il est super efficace. Régulièrement, les super-héros les plus nobles de cœur, comme Captain America bien sûr, accusent Nick Fury d'avoir aucune morale. Ouais, enfin, il est quand même un peu gentil, notre Captain Américain. Hein. Tu te moques de Person of Interest, mais lui, niveau moral à 2 balles, il sauve quand même les chiens. Hein. On te rappelle la fin d'Avengers 2. Hein. Ouais, critique pas, parce que moi j'adorais Captain America en vrai. Sauf le costume. Ce qui est surtout intéressant, c'est que le SHIELD, c'est le pendant américain de l'organisation mauvaise de cet univers qui est Hydra. En fait, c'est la survivance de la branche technologique nazie dans l'univers de Marvel. C'est une vaste organisation d'intelligence et d'infiltration mondiale, dont le dogme est explicité par exemple dans Captain America's The Winter Soldier. C'est « l'homme n'est pas en mesure de faire un bon usage de la liberté qui lui a été donnée ». Ils veulent donc instaurer un gouvernement mondial, autoritaire, et dans The Winter Soldier, pour y parvenir, Hydra développe un algorithme, grâce au Dr Zola, qui a pour but de repérer leurs ennemis grâce aux données numériques échangées sur les réseaux, et l'algorithme les repère et les élimine précocement. Ça te rappelle quelque chose peut-être? Tu veux dire que notre gouvernement a aussi développé un hélicarrière? Je croise les doigts. Mais bon, enfin, j'ai pas gardé un souvenir impérissable de Winter Soldier. Hein, mais le côté préventif bourrin de notre ami Nick Fury me fait penser, tu noteras le parallèle un peu désarmant, au travail réel du mathématicien Alan Turing. Ouais, je suis un peu désarmé. Ouais. Bien qu'il ait cassé le code secret utilisé par l'armée du Troisième Reich grâce à la machine et Enigma, il doit en garder le secret jusqu'au moment où les Alliés décideront d'agir massivement. Et cela implique aussi de laisser les ennemis mener des attaques meurtrières pour ne pas révéler le code qui a été cassé. Un dilemme éthique dingue. Dans la récente biographie au cinéma, The Imitation Game, j'adore ce que dit le taulier du MI6, Stewart Menzies. Maintenir une conspiration de mensonges au plus haut niveau du gouvernement, c'est dans mes cordes. Et je trouve cette phrase énorme. Cela montre bien que les renseignements et l'espionnage sont vraiment les armes les plus puissantes et par conséquent les moins démocratiques du monde. Je suis parfaitement d'accord, hein. Les armes les plus puissantes, ça a toujours été le renseignement, et ce depuis les premiers conflits de l'histoire. Mais ce renseignement, il est utile qu'à la condition d'être utilisé par des gens capables d'identifier les renseignements utiles dans une masse de données brouillonnes et floues. Des gens talentueux, comme Alan Turing. Mais dans l'histoire récente, les massifs espionnages de la NSA, je pense à l'affaire Prism et autres, n'ont pas permis d'éviter des attentats, ou si peu. La surveillance est efficace que si elle est entre les mains de génies, comme le montre la science-fiction.
Oui, mais même si elles sont dans les mains de génies, tout n'est pas résolu, car ces génies, ils dépendent toujours d'organismes d'État. Et tu parles de la NSA, et du coup, je pense à Edward Snowden. Et en 2013, il a rendu public des informations top secrètes venant de ses employeurs, la CIA et la NSA. Et cette histoire réelle me rappelle le roman de John Brunner, qui date quand même de 1975, L'onde de choc. Dans cette histoire, le héros, Nick Halfinger, est un génie qui est détecté très tôt par les services secrets, qui le forment pour travailler pour eux. Et révolté par certaines pratiques de son employeur, Halfinger veut fuir et permettre l'instauration d'une société plus juste en détruisant le réseau. En gros, le réseau, dans ce livre, c'est notre Internet. Le réseau ne fait que créer la paranoïa et l'incertitude dans la population. Et c'est une excellente œuvre de science-fiction en 1975, mais j'ai peur qu'aujourd'hui elle soit devenue une réalité. Bah, de fait, Internet, c'est le plus grand réseau de surveillance de la planète aujourd'hui. Oui, mais l'information transformée en connaissance devient une valeur marchande bien plus importante que les diamants et autres terres rares dans ce monde. Certains vont ramasser le maximum d'informations et deviendront les personnes les plus puissantes, car elles auront de quoi faire chanter chaque personne. Ouais, enfin, en matière de le savoir, c'est le pouvoir, il y a eu de sacrés précédents. Laisse-moi te rappeler J. Edgar Hoover, le plus puissant patron du FBI, qui pendant 38 ans a servi, ou plutôt a fait chanter 8 présidents américains. Ouais, et dans la rubrique chantage et information, je pense aussi à l'excellente série Utopia. Et cette série tient vraiment du génie, car elle est déprimante à souhait, dans la même trempe que Black Mirror. Et cette série relate l'histoire de 3 personnes ordinaires qui sont des amateurs de comics, et plus particulièrement d'un nommé Utopia. Ce comics n'a rien de particulier, hormis qu'il soit très rare et qu'il n'y ait qu'un seul tome. Et lorsque nos héros découvrent l'existence d'un tome 2, ils font tout pour s'en emparer, mais c'est là qu'arrive un nouveau protagoniste dans l'histoire, une organisation secrète nommée le Réseau. Ouh, le réseau, ils ne sont pas cassés le cul sur le nom. Non, mais c'est bien, le Réseau. Et qui cherche à récupérer, car ce comics, en fait, cache une formule biologique capable de mettre en danger l'humanité. Cette organisation n'a aucune limite pour tuer, blesser, torturer les gens, faire de la désinformation, car toutes les informations secrètes qu'elle a amassées sur les politiques la protègent et la met au-dessus des lois. Bah, t'as raison, hein. Si nous, pauvres clampins, de base, on peut voir notre vie bafouée, notre vie privée bafouée par des algorithmes et des agences de renseignement, officielles ou non, les conséquences sont beaucoup plus graves quand il s'agit de nos dirigeants. C'est extrêmement bien rendu dans la meilleure série de science-fiction du monde avec laquelle je te saoule en permanence, Star Trek. Babylon 5. Babylon Trek. 5. En ce 23e siècle, les télépathes sont apparus sur Terre, et afin que la population normale soit protégée, ils sont pris en charge par le Corps Psy, qui leur enseigne à respecter la vie privée des humains, en évitant de faire des scans intempestifs et ce genre de choses. Mais bien sûr, les cadres du Corps Psy, qui sont de très puissants télépathes, vont devenir d'habiles complotistes, et ils vont utiliser leur pouvoir pour faire et défaire les dirigeants de la Terre. Et surtout, ils vont influer la diplomatie terrienne avec les autres races de la galaxie. Si un jour, de vrais télépathes apparaissent sur Terre, nos craintes actuelles sur la protection de la vie privée et des pseudo-algorithmes, ce sera vraiment de la roupie de Sansonnet. Oui, effectivement, on ne pourra pas faire grand-chose. Mais d'ailleurs, c'est un thème qui est abordé très rapidement dans les films X-Men. C'est le gouvernement américain, avec l'avènement des mutants, veut absolument tous les enfermer. Et ils choisissent comme exemple ceux qui ont le pouvoir de lire dans les pensées, car ils les jugent trop dangereux pour la société. Ce qui est drôle, car c'est ces mêmes gouvernements qui espionnent les concitoyens par le biais d'outils informatiques. Et la science-fiction, une fois de plus, nous montre bien qu'elle a vu venir ce genre de problème et les questions éthiques qu'il pose. Alors, en tout cas, c'est sûr que c'est pas dans Strat qu'ils ont des pouvoirs psy, parce que nos verres sont vides, ils ont même pas ramené les petites sœurs. Excusez-moi, on va fermer, je vais devoir vous encaisser. C'est pour moi. Merci beaucoup.